Il est tard. Les lumières sont éteintes. Le monde s'est tu. Et quelque part, en ce moment même, pendant que tu lis ces mots, il y a quelqu'un qui ne dort pas. Pas à cause du travail. Pas à cause d'un film qu'il a regardé trop tard. Pas à cause du café bu trop tard dans l'après-midi, à cause de toi. Cette personne est allongée dans le noir, les yeux ouverts sur le plafond, et elle pense à toi. Elle rejoue des conversations dans sa tête. Elle entend ta voix. Elle revoit un moment entre vous. Un regard, un sourire. Quelque chose que tu as dit sans t'en rendre compte, et qui a tout changé pour elle. Et elle a peur. Une peur silencieuse, sourde, qui ne ressemble pas à la peur de l'obscurité ou à la peur d'un danger visible. C'est une peur bien plus insidieuse. La peur de te perdre. La peur que la distance entre vous, émotionnelle, physique, ou les deux, se creuse encore. La peur que tu disparaisses de sa vie, que tu t'éloignes, que tu trouves quelqu'un d'autre, que tu décides que ce n'est pas suffisant. Ou peut-être que vous êtes séparés depuis peu. Peut-être qu'il y a eu des mots durs, ou un silence qui dure depuis trop longtemps. Peut-être que les choses ne sont pas résolues, et que cette personne porte ça, seule, dans sa nuit à elle. Ce que tu ne sais pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ce que tu ne vois pas, c'est le combat silencieux qui se joue entre sa fierté et son désir de tendre la main. Entre sa peur d'être rejeté et son besoin de savoir que tu es encore là. Entre la voix qui dit « laisse tomber » et celle qui dit « pas encore ». Ce soir, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que fait quelqu'un quand il a peur de te perdre. Pas les grandes déclarations, pas les gestes spectaculaires, les choses vraies, les choses invisibles, celles qui se passent dans l'obscurité d'une chambre, dans le silence d'une nuit qui n'en finit pas. Et peut-être, juste peut-être, que ce que tu vas entendre va tout changer pour toi. Partie I. La nuit et ses vérités. Il y a quelque chose que la nuit fait aux êtres humains que le jour ne peut pas faire. Le jour, on est occupé, on travaille, on répond aux messages, on sourit quand il le faut, on porte le masque que l'on s'est choisi ou que les autres nous ont choisi. Le bruit du monde remplit les espaces vides. Les distractions font leur office. On peut, si on le décide, ne pas penser, ne pas ressentir, ne pas affronter. La nuit, tout ça disparaît. Les distractions se taisent une à une. Le téléphone finit par reposer sur la table de chevet. La télévision s'éteint. Et là, dans ce silence soudain, dans cette obscurité qui efface les contours du monde extérieur, ce qui était enfoui remonte à la surface. Les psychologues appellent ça la rumination nocturne. Ce phénomène par lequel les pensées et les émotions que nous avons refoulées pendant la journée émergeant la nuit, quand les mécanismes de défense sont moins actifs, quand l'ego est fatigué, quand les garde-fous tombent les uns après les autres. Et ce qui remonte le plus souvent? Les personnes qui comptent, les relations non résolues, les mots non dits, les sentiments que l'on n'a pas osé exprimer à la lumière du jour. Cette personne qui a peur de te perdre, elle peut tenir pendant les heures ouvrables. Elle peut faire semblant d'aller bien. Elle peut s'occuper, rire avec des amis, se convaincre que tout va bien, que ça passera, que ce n'est pas si grave. Mais la nuit, elle ne peut plus. La nuit, la vérité revient. Et cette vérité a ton visage. Partie 2. Ce qu'elle ressent vraiment avant de dormir. Laisse-moi te décrire quelque chose. Ferme les yeux une seconde et imagine. Tu es allongé dans le noir. La pièce est silencieuse. Et tu penses à quelqu'un. Quelqu'un avec qui les choses ne sont pas claires, pas résolues, pas certaines. Quelqu'un que tu pourrais perdre. Quelqu'un que, peut-être, tu as déjà à moitié perdu. Qu'est-ce que tu ressens? Pour cette personne qui a peur de te perdre, la nuit commence souvent avec ce qu'on appelle en psychologie l'anxiété d'attachement. Ce n'est pas un terme clinique froid, c'est une réalité très humaine, très douloureuse, que beaucoup de gens vivent en silence. L'anxiété d'attachement, c'est cette terreur viscérale de l'abandon. Cette conviction profonde,
souvent irrationnelle, que les personnes qu'on aime vont partir, que l'amour n'est jamais vraiment acquis, que si on n'est pas parfait, si on ne fait pas assez, si on dit une mauvaise chose ou si on montre trop ce qu'on ressent, l'autre va s'en aller. Cette peur ne vient pas de nulle part. Elle vient de loin. Elle vient de l'enfance, souvent, d'un parent qui était là physiquement mais absent émotionnellement, d'un amour qui était conditionnel, d'une expérience précoce où le fait d'avoir besoin de quelqu'un s'est soldé par une déception, un rejet, un abandon. Et cette peur ancienne, cette blessure de l'attachement, elle se réactive chaque fois qu'une relation devient importante, chaque fois qu'il y a quelque chose à perdre. Cette nuit, allongée dans le noir, cette personne ressent tout ça. Elle ressent le poids de cette peur. Elle ressent le vide possible de ta absence. Elle ressent l'urgence de faire quelque chose. Et en même temps, la paralysie de ne pas savoir quoi faire ni comment le faire. Et dans cette tension entre l'urgence et la paralysie, dans cet espace entre ce qu'elle veut faire et ce qu'elle ose faire, elle va prendre des décisions. Des décisions qui vont te surprendre. Des décisions qui sont, à leur façon, des actes d'amour. Partie 3. Elle va relire vos conversations. La première chose qu'elle va faire, et tu le sais peut-être déjà si tu t'es un jour retrouvé à sa place, c'est rouvrir les conversations. Pas pour y chercher une preuve de trahison, pas pour alimenter une querelle. Pour le contraire exact, pour se rassurer, pour entendre ta voix à travers tes mots, pour retrouver les moments où tu étais proche, où les choses étaient simples, où il y avait quelque chose entre vous d'évident et de doux. Elle va faire défiler les messages, elle va s'arrêter sur certains, elle va relire une phrase que tu as écrite, peut-être quelque chose d'anodin, peut-être quelque chose qui sonnait comme une promesse. Et elle va rester dessus. Elle va l'interpréter. Elle va essayer de retrouver dans ces quelques mots la certitude que tu es encore là, que tu tiens à elle, que ce n'est pas fini. Elle va chercher les signes. Et cette recherche de signes dans les conversations passées, c'est l'une des manifestations les plus poignantes de la peur de perdre quelqu'un. Parce qu'elle révèle quelque chose d'essentiel. Quand on a peur, on cherche à se rattacher à ce qui existe déjà, à ce qui est réel, concret, vérifiable. Les mots écrits ne changent pas, eux. Ils ne s'éloignent pas. Ils restent là, disponibles, comme une encre dans l'incertitude. Ce n'est pas de l'obsession. C'est de l'amour qui cherche quelque chose à quoi se tenir. Partie 4. Elle va regarder tes photos. Ensuite, les photos. Elle va ouvrir son téléphone. Peut-être qu'elle l'a déjà ouvert 10 fois depuis qu'elle s'est couchée. Et elle va regarder des photos de toi, des photos de vous deux, des photos de moments partagés. Ce geste, si simple, si universel, est en réalité extraordinairement complexe sur le plan psychologique. En psychologie cognitive, on parle de présence mentale. La photo active la même zone du cerveau que la présence réelle. Quand on regarde le visage de quelqu'un qu'on aime, même en photo, le cerveau libère de l'ocytocine, cette hormone du lien, de l'attachement, de la confiance. La douleur de l'absence s'atténue, temporairement. Mais il y a plus que ça. Quand elle regarde ces photos, elle ne regarde pas seulement le passé. Elle projette aussi, elle imagine. Elle voit un moment précis et elle entend les sons qui l'entouraient, elle sent l'air de ce jour-là, elle retrouve la texture exacte de ce qu'elle ressentait quand tu étais là. Et quelque part dans cet exercice silencieux, elle fait quelque chose de remarquable. Elle construit un argument. Un argument contre la peur. Elle se dit en regardant ces photos, « Regarde ce qu'on avait. Regarde comme c'était réel. On ne peut pas perdre quelque chose comme ça. » Les photos sont sa façon de plaider pour vous deux, dans le tribunal intérieur de ses propres doutes. Partie 5. Elle va écrire un message qu'elle n'enverra pas. Et puis vient le moment qui me touche le plus. Celui que presque tout le monde a vécu, mais que presque personne n'avoue. Elle va ouvrir la conversation. Elle va commencer à taper quelque chose. Peut-être une question courte. Tu dors? Peut-être quelque chose de plus long,
de plus vulnérable. Je voulais juste te dire que je pense à toi ce soir, que je suis désolé pour ce qui s'est passé, que tu me manques. Peut-être quelque chose de courageux, de lumineux, de sincère, le genre de message qu'on n'ose jamais envoyer parce qu'il dit trop, parce qu'il expose trop, parce qu'il place l'autre face à une vérité qu'on ne sait pas s'il est prêt à recevoir. Elle va lire ce message. Elle va le relire. Et puis, dans la plupart des cas, elle va appuyer sur supprimeur. Pas parce qu'elle ne le pense pas, parce qu'elle le pense trop. La peur du rejet est l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants qui existent. Et cette peur est amplifiée, multipliée, décuplée quand on tient vraiment à quelqu'un. Plus on aime, plus le risque de rejet est douloureux. Plus on a peur de perdre, moins on ose tendre la main. Parce que tendre la main, c'est offrir à l'autre la possibilité de ne pas la prendre. Alors elle efface le message, elle pose le téléphone, elle regarde le plafond dans le noir, et elle recommence à penser. Par ici, elle va parler à quelqu'un de toi. La nuit est longue quand on est seul avec sa peur. Alors parfois, cette personne ne reste pas seule. Elle envoie un message à une amie proche, à cette personne qui sait, à qui elle a déjà tout raconté, à qui elle peut écrire à n'importe quelle heure et qui répondra. Et dans ce message, elle ne demande pas de conseils. Pas vraiment. Elle a juste besoin de dire ton nom à quelqu'un, de mettre des mots sur ce qu'elle ressent, de sortir de sa tête cette chose qui tourne et retourne et ne s'arrête pas. Je pense à lui ce soir. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. J'ai peur que ça soit fini entre nous. Ou peut-être qu'elle appelle carrément. Peut-être qu'à 23h, à minuit, elle a besoin d'entendre une voix humaine lui dire « Tu n'es pas folle, ce que tu ressens est réel. » Et ça va aller. Ce besoin de témoin, ce besoin de partager sa peur avec quelqu'un d'autre, c'est l'une des réponses les plus saines que l'on puisse avoir face à l'anxiété. Les êtres humains sont des créatures sociales. La douleur partagée est une douleur diminuée. La peur nommée est une peur moins écrasante. Et en parlant de toi à son amie, en décrivant ce qu'elle ressent, en articulant sa peur, elle fait quelque chose d'important. Elle réalise, souvent, l'ampleur de ce que tu représentes pour elle. Parce que quand on doit mettre en mots quelque chose qu'on avait gardé diffus et informe, on le voit parfois pour la première fois dans toute sa clarté. Elle t'aime. Ce n'est peut-être pas une surprise, mais cette nuit, dans ce message à son amie, elle commence peut-être à le savoir elle-même, avec une certitude qu'elle n'avait pas avant. Partie 7. Elle va vérifier ton statut en ligne. C'est le geste dont on a le plus honte. Le geste qu'on ne fait jamais quand les choses vont bien, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de faire quand on a peur. Elle va vérifier si tu es en ligne. Sur WhatsApp, sur Instagram, sur Snapchat, sur n'importe quelle plateforme qui donne une indication, même floue, même imprécise, de ta présence dans le monde numérique. Et si elle voit que tu es en ligne, que tu es éveillé toi aussi, quelque part dans la même nuit, quelque chose en elle se soulève. Une question monte. Pourquoi il ne m'écrit pas? Il sait que quelque chose ne va pas entre nous. Il sait que j'attends. Pourquoi il préfère scroller au lieu de m'écrire? Et si elle ne voit rien, si tu es hors ligne, si ton statut ne donne aucune information, une autre question surgit. Est-ce qu'il dort bien, lui? Est-ce qu'il pense à moi, ou est-ce que cette nuit est normale pour lui? Ce comportement, vérifier le statut en ligne de l'autre, est à la fois universel et légèrement douloureux. Parce qu'il révèle une vérité qu'on aimerait ne pas avoir à admettre. On a besoin de savoir que l'autre existe dans le même monde que soi. On a besoin de preuves de présence. On a besoin de signes que la connexion n'est pas rompue. Ce n'est pas du contrôle. C'est de la peur déguisée en curiosité. Partie 8. Elle va imaginer toutes les façons de te perdre. La nuit amplifie tout. Et quand on a peur, l'imagination devient notre pire ennemi. Cette personne, allongée dans le noir, téléphone posé, yeux ouverts, va se mettre à imaginer.
Et, malheureusement, ce n'est pas des scénarios heureux qu'elle va construire. Elle va imaginer que tu rencontres quelqu'un d'autre. Elle va construire une histoire entière dans sa tête. Une personne fictive, une rencontre fictive. Et elle va la vivre comme si c'était réel. Elle va ressentir la jalousie, la douleur, la perte, pour quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'existera peut-être jamais. Elle va imaginer que tu décides que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre, qu'un matin, tu te réveilles et tu sais avec certitude que c'est fini. Et elle va vivre ce moment imaginaire avec une intensité qui lui coupe le souffle. Elle va imaginer, dans les pires moments, une vie sans toi, un avenir dans lequel tu n'es plus là. Et cette vision, floue, hypothétique, peut être totalement irréaliste. Lui est insupportable. Les psychologues appellent ça la catastrophisation. Cette tendance que nous avons tous, mais particulièrement ceux qui souffrent d'anxiété d'attachement, à anticiper le pire, à préparer l'âme à une douleur qui n'est pas encore arrivée, comme si en la vivant par anticipation, on pouvait l'atténuer quand elle arriverait vraiment. Mais la catastrophisation ne protège pas. Elle fait souffrir 2 fois, d'abord dans l'imagination, ensuite dans la réalité. Et cette personne, cette nuit, souffre. Elle souffre de ta possible absence, alors que tu es peut-être encore là, encore présent, encore accessible. Partie 9. Elle va décider de changer quelque part dans la nuit. Après les messages effacés, après les photos regardées, après les scénarios catastrophes rejoués dans sa tête, il y a un tournant. Un moment de clarté parfois, un moment de résolution. Elle se dit « Je ne veux pas te perdre. Et si j'ai une part de responsabilité dans ce qui ne va pas, je vais changer. » Et là, dans l'obscurité de sa chambre, elle commence à faire des listes mentales. Les choses qu'elle aurait dû faire différemment. Les moments où elle a été trop distante, ou trop présente, ou trop dans sa tête. Les conversations qu'elle aurait dû avoir et qu'elle a évitées. Les fois où elle a senti que quelque chose se craquelait entre vous et où elle a choisi de ne pas en parler. Elle prend des résolutions dans le silence de la nuit. Des résolutions sincères, profondes, portées par l'émotion. Si j'ai la chance de réparer ça, je ferai les choses autrement. Je serai plus présente. Je dirai ce que je ressens. Je ne laisserai plus la peur parler à ma place. C'est peut-être le moment le plus beau et le plus fragile de toute cette nuit. Ce moment où la peur se transforme en intention, où le manque se transforme en motivation, où quelqu'un décide, dans l'intimité de ses propres pensées, de faire mieux, pour toi, mais aussi pour elle-même. Ces résolutions nocturnes sont souvent oubliées le matin, ou édulcorées, ou ravalées par la peur du regard de l'autre à la lumière du jour. Mais elles ont existé, elles ont été réelles, et quelque part en elles, même si elle ne les dit jamais à voix haute, elles ont changé quelque chose. Partie X, elle va pleurer. Je vais dire les choses simplement, sans détour. À un moment dans cette nuit, elle va peut-être pleurer. Pas des larmes de désespoir total, pas des sanglots qui déchirent. Parfois juste quelques larmes silencieuses qui coulent sans prévenir, dans le noir, sans raison apparente. Ou plutôt, avec toutes les raisons du monde, mais des raisons qu'elle n'arrive pas encore à nommer complètement. Les larmes ont une fonction physiologique et psychologique bien documentée. Pleurer libère du cortisol, l'hormone du stress. Pleurer active le système nerveux parasympathique, celui qui calme, qui apaise, qui régule. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse, c'est une réponse intelligente du corps face à une douleur émotionnelle intense. Et cette personne qui pleure en pensant à toi cette nuit, elle n'est pas fragile. Elle est vivante. Elle ressent. Elle aime assez pour que l'idée de te perdre lui fasse quelque chose de viscéral, de physique, de réel, de ses larmes. Si tu les voyais, te diraient quelque chose qu'aucun mot ne peut dire aussi directement. Tu comptes pour moi. Pas un peu. Vraiment. Partie 11. Ce qu'elle ne dira peut-être jamais, à voix haute. Il y a des choses qui restent dans la nuit, des choses qui sont vraies, mais qui ne franchissent jamais
la frontière du silence. Cette personne va peut-être passer toute cette nuit avec des pensées qu'elle ne te dira jamais. Pas parce qu'elle est manipulatrice ou secrète. Parce qu'il y a des vérités qui sont trop nues, trop vulnérables, trop exposées pour être dites à voix haute. Surtout à la personne qu'on risque de perdre. Elle ne te dira peut-être jamais « J'ai relu tous nos messages cette nuit ». Elle ne te dira peut-être jamais « J'ai écrit et effacé 10 messages avant de me décider à ne pas en envoyer un seul ». Elle ne te dira peut-être jamais « J'ai pleuré dans le noir en pensant à ce que serait ma vie si tu n'étais plus là ». Elle ne te dira peut-être jamais « Quand je vois que tu es en ligne et que tu ne m'écris pas, quelque chose en moi se casse un peu ». Elle ne te dira peut-être jamais « Tu me manques d'une façon que je n'arrive pas à expliquer ». Pas juste ta présence physique, ta façon d'être, ta façon de regarder les choses, la façon dont je me sens différente quand tu es là. Et c'est peut-être la partie la plus triste et la plus humaine de toute cette nuit, toute cette richesse émotionnelle, toute cette profondeur de sentiments, tout cet amour qui se dit dans le silence et qui ne trouvera peut-être jamais le chemin jusqu'à toi. Parce que la vulnérabilité fait peur. Parce que dire « j'ai peur de te perdre », c'est admettre qu'on a besoin. Et dans un monde qui valorise l'autonomie, la force, l'indépendance, admettre qu'on a besoin de quelqu'un est l'un des actes les plus courageux et les plus terrifiants qui existent. Partie 12. Ce qui se passe quand le matin arrive, et puis le sommeil finit par venir. Ou il ne vient pas, et l'aube arrive à la place, grise et douce, avec ses premières lumières qui filtrent sous les volets. Le matin est différent de la nuit. Les émotions sont encore là, mais elles ont perdu un peu de leur acuité nocturne. La lumière du jour remet les choses dans leurs proportions, ou du moins, c'est ce qu'on se dit. Elle va se lever, elle va peut-être regarder son téléphone immédiatement, espérant un message de toi, un signe, quelque chose. Peut-être il y en a un, peut-être pas. Et là, elle va prendre une décision. Une décision qui va se jouer en quelques secondes, dans cet espace entre le sommeil et le réveil complet, avant que les mécanismes de défense ne soient pleinement en place. Soit elle va t'écrire « Enfin ». Ce message qu'elle a effacé 10 fois la nuit dernière, elle va peut-être l'envoyer. Pas exactement le même. Peut-être quelque chose de plus simple, de moins exposé. Un bonjour qui en dit plus que sa brièveté ne le laisse entendre. Un « tu m'as manqué » lancé comme une bouteille à la mer. Soit elle va se dire que c'est mieux ainsi, qu'elle va attendre, qu'elle ne veut pas paraître trop intéressée, trop attachée, trop dans le besoin. Et elle va passer la journée à attendre un signe de toi. Un signe qui viendra peut-être, et qui peut-être ne viendra pas. Et dans cet espace-là, entre ce qu'elle ressent profondément et ce qu'elle ose montrer, se joue quelque chose de crucial pour l'avenir de ce qui existe entre vous. Partie 13. Ce que sa peur dit sur ton importance. Revenons à quelque chose d'essentiel. Quelque chose qu'il faut dire clairement. Tout ce que je viens de te décrire, les messages effacés, les photos regardées, les larmes dans le noir, les résolutions nocturnes, tout ça n'est possible que pour une seule raison. Tu comptes énormément pour elle. La peur de perdre quelqu'un est directement proportionnelle à l'importance de cette personne dans notre vie. On ne passe pas des nuits blanches pour quelqu'un qui nous est indifférent. On ne panique pas à l'idée de perdre quelqu'un qui ne compte pas. On ne relit pas les conversations. On ne pleure pas dans le noir. On ne prend pas des résolutions à 3 heures du matin pour quelqu'un qui est périphérique dans notre existence. Cette peur, aussi douloureuse qu'elle soit pour elle, aussi déstabilisante qu'elle soit, est une mesure de la place que tu occupes dans sa vie. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, si ce titre t'a touché, si quelque chose dans ces mots résonne avec une situation que tu vis, c'est peut-être parce que tu avais besoin d'entendre ça. Besoin de savoir que quelque part, quelqu'un pense à toi ce soir avec une intensité que tu ne soupçonnes peut-être pas. Besoin de savoir que tu n'es pas seul dans ce que tu ressens. Partie 14. Le piège de l'orgueil et du silence. Voilà maintenant quelque chose d'important.
quelque chose d'inconfortable à entendre, mais nécessaire. La plupart des relations qui auraient pu être sauvées ne l'ont pas été. Non pas parce que l'amour n'était pas là, non pas parce que l'envie de se battre pour l'autre n'était pas là, mais parce que deux personnes ont attendu, chacune dans son coin, chacune dans sa peur, que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. C'est le piège du silence, c'est le piège de l'orgueil mal placé. Cette personne qui a peur de te perdre, elle attend peut-être un signe de toi. Elle attend peut-être que tu lui dises que tu es encore là, que tu tiens à elle, que la distance qui s'est installée entre vous n'est pas définitive. Et toi, de ton côté, tu attends peut-être qu'elle fasse ce pas, qu'elle montre la première qu'elle tient à toi. Et pendant ce temps, le silence s'épaissit, la distance se creuse, et une relation qui aurait pu être réparée avec 3 mots « Tu me manques, j'ai peur, on peut parler ». Elle finit par s'effriter dans l'attente mutuelle d'un courage que personne n'ose avoir le premier. Il y a un concept en psychologie des relations qu'on appelle le deadlock émotionnel. Cette situation où deux personnes veulent la même chose, ressentent des émotions similaires, mais sont toutes les deux trop effrayées par la vulnérabilité, pour le dire à voix haute. Résultat, elles se retrouvent immobiles, chacune espérant que l'autre va bouger en première. Le deadlock émotionnel est l'une des causes les plus fréquentes et les moins dramatiques, et pourtant les plus tragiques, de la fin de relations qui auraient pu durer. Parce qu'il n'y a pas eu de trahison, pas de mensonge, pas de rupture explosive, juste deux personnes qui avaient peur, qui attendaient, et qui ont fini par se perdre dans ce silence qu'aucune n'avait voulu. Partie 15. Ce que tu peux faire de cette information. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que quelque chose t'a retenu. Peut-être une curiosité, peut-être une reconnaissance, peut-être l'espoir que ces mots décrivent quelqu'un de précis dans ta vie, quelqu'un dont tu te demandes ce qu'il ressent, ce qu'il pense, s'il pense encore à toi. Alors voici ce que je vais te dire. Pas en tant qu'expert en relations, en tant que quelqu'un qui comprend ce que c'est d'avoir peur. Si tu penses à quelqu'un en ce moment, si cette vidéo a fait surgir un visage, une voix, une situation, peut-être que l'un ou l'une d'entre vous est en train de vivre exactement ce que j'ai décrit. Peut-être que pendant que tu regardes cette vidéo, l'autre est dans sa nuit à lui, à faire exactement ces choses que je viens de te décrire. Et si c'est le cas, si tu en as la moindre certitude, ou même la moindre intuition, peut-être que le moment est venu de casser le silence. Pas avec un grand discours, pas avec une confession bouleversante. Parfois, juste un message simple, un mot, un signe. Parce que la vérité sur la peur de perdre quelqu'un, c'est que cette peur existe parce que quelque chose de beau existe aussi. Et quelque chose de beau mérite toujours qu'on prenne le risque de le dire à voix haute. Partie 16. La vulnérabilité comme acte de courage. Il y a un chercheur, Brené Brown, qui a passé des années à étudier la vulnérabilité, la honte et le courage. Et sa conclusion, après des milliers d'entretiens, est à la fois simple et révolutionnaire. La vulnérabilité est le berceau de toute connexion authentique. En d'autres termes, on ne peut pas vraiment se connecter à quelqu'un sans prendre le risque d'être vu, vraiment vu, avec ses peurs, ses manques, ses espoirs, ses incertitudes. Cette personne qui a peur de te perdre et qui efface ses messages dans la nuit, elle est à la frontière de la vulnérabilité. Elle sent la vérité de ce qu'elle ressent, mais elle n'a pas encore trouvé le courage de la traverser. Et toi, en regardant cette vidéo, en comprenant ce qui se passe peut-être chez quelqu'un qui te tient à cœur, tu es toi aussi à cette frontière. La question n'est pas « est-ce que cette personne m'aime ?» La vraie question est « est-ce qu'on va tous les deux rester silencieux dans nos peurs séparées ou est-ce que l'un d'entre nous va avoir le courage de traverser ?» Partie 17. Les blessures d'attachement et comment elles se jouent. La nuit. Revenons à la psychologie un instant. Parce qu'il y a quelque chose d'important à comprendre pour ne pas mal interpréter le comportement de cette personne. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, a montré que nos premières expériences de relation,
avec nos parents, nos figures d'attachement primaires, dessinent un modèle opérant interne. Un schéma intérieur de comment les relations fonctionnent, de si l'on peut faire confiance aux autres, de si l'on est digne d'être aimé. Et ces schémas, formés dans les premières années de vie, persistent à l'âge adulte avec une ténacité remarquable. Ils se réactivent précisément dans les moments d'intimité et de vulnérabilité. Précisément quand il y a quelque chose à perdre. Quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux, souvent développé en réponse à un amour parental inconstant ou imprévisible, va vivre la menace de perte avec une intensité disproportionnée à la situation objective. Ce n'est pas qu'il dramatise. C'est que son système nerveux est câblé pour interpréter les signaux ambigus comme des menaces d'abandon. Cette personne dans sa nuit blanche, peut-être qu'elle ne réagit pas qu'à la situation présente entre vous deux. Peut-être qu'elle réagit à toute une histoire, à toutes les fois où, enfant, elle a eu peur de perdre quelqu'un et n'a pas eu les outils pour le gérer. À toutes les fois où l'amour a semblé conditionnel, précaire, insuffisant. Comprendre ça ne change pas nécessairement ce que tu dois faire. Mais ça change peut-être la façon dont tu vois ce qu'elle vit. Avec plus de douceur, avec plus de compassion, avec la reconnaissance que sa peur n'est pas irrationnelle. Elle est humaine, profondément humaine, enracinée dans quelque chose qui existait bien avant toi. Partie 18. Ce qui change quand on se dit la vérité. Il y a quelque chose que j'ai envie de partager avec toi avant de terminer. Les relations qui survivent, les vraies, celles qui durent, celles qui traversent les tempêtes, et les silences et les peurs, ne sont pas nécessairement celles où les deux personnes n'ont jamais peur. Elles sont celles où deux personnes ont décidé de dire la vérité malgré la peur. Pas une grande vérité spectaculaire. Juste, j'ai peur de te perdre. 3 mots, 6 syllabes. Et pourtant, l'un des énoncés les plus difficiles à prononcer dans une langue humaine. Parce que dire « j'ai peur de te perdre », c'est admettre que tu comptes. C'est rendre visible quelque chose qu'on préfère garder caché pour ne pas lui donner de pouvoir sur nous. C'est être vu dans sa vulnérabilité par la personne même dont on craint le jugement ou le retrait. Mais voilà ce qui se passe, presque systématiquement, quand quelqu'un trouve ce courage. L'autre, celui qui recevait la peur, la distance, le silence, comprend enfin. Les malentendus se dissolvent. Les interprétations erronées tombent. Deux personnes qui s'étaient perdues dans leur propre tête se retrouvent soudain dans le même espace. Et ce qui semblait compliqué, lourd, peut-être même irréparable, devient souvent beaucoup plus simple qu'on ne le croyait. Ce soir, quelqu'un pense à toi. Il est peut-être tard. Les lumières sont peut-être éteintes chez toi aussi. Et pendant que tu vis ta nuit, cette personne vit la sienne, avec toi comme pensée centrale, comme question non résolue, comme espoir qu'elle n'ose pas encore nommer complètement. Elle a regardé vos photos, elle a relu vos messages, elle a écrit des mots qu'elle n'a pas envoyés, elle a peut-être pleuré, elle a peut-être décidé de tout changer, elle a peut-être imaginé le pire pour se préparer à ce qu'elle espère ne jamais vivre. Et tout ça, tout ce voyage intérieur silencieux et nocturne, elle le fait parce que tu es important. Parce que l'idée de te perdre lui est insupportable. Parce qu'il y a quelque chose entre vous qui mérite d'être préservé, nourri, dit à voix haute. La question que je te laisse ce soir n'est pas une question à laquelle je peux répondre à ta place. Est-ce que toi, tu sais qui est cette personne dans ta vie? Et si tu le sais, si un visage est apparu dans ton esprit en regardant cette vidéo, qu'est-ce que tu vas faire de cette nuit? Parce que les nuits où l'on pense à quelqu'un avec cette intensité-là, elles ne reviennent pas toujours. Et les personnes qui comptent vraiment, elles non plus. Bonne nuit. La peur de perdre l'autre est, en réalité, l'aveu silencieux que cet autre est devenu une partie de soi.